Voilà, donc mesdames et messieurs, nous allons vous présenter les résultats de notre travail réalisé au laboratoire de biologie de la reproduction de la Conception à Marseille. Oh, j'ai oublié le titre. Celui-ci portait donc sur les échecs d'assistance médicale à la procréation intraconjugale. Sont-ils une bonne indication d'insémination artificielle avec sperme de donneur? Le nombre d'IAD a significativement diminué depuis l'avènement de l'ICSI, qui permet une prise en charge intraconjugale de nombreux cas d'infertilité masculine sévère. Parallèlement, les indications d'IAD se sont modifiées, puisque, outre les indications pour stérilité masculine et pathologie génétique, les indications pour échec d'AMP intraconjugal antérieur se sont accrues. Dans ce contexte, il nous a semblé nécessaire d'évaluer la répercussion de l'évolution des indications d'IAD sur le taux de grossesse clinique entre 2002 et 2007 dans notre centre, et tout particulièrement pour les indications d'échec d'AMP intraconjugal. Notre étude est une étude rétrospective menée au laboratoire de la Conception sur 6 ans. 542 tentatives d'IAD intra-utérine ont été analysées. Pour les indications, nous retrouvons majoritairement les indications masculines, puis par ordre de fréquence, les indications pour échec d'AMP intraconjugal. Pour ces indications, nous avons défini 3 sous-groupes. Donc, dans le premier, les couples n'avaient pas bénéficié de transfert embryonnaire. Dans le deuxième, les couples avaient bénéficié de moins de 4 transferts embryonnaires. Et dans le dernier groupe, les couples avaient bénéficié d'au moins 4 transferts embryonnaires lors des tentatives d'AMP antérieures. Donc, 117 grossesses ont été obtenues parmi les 542 tentatives, soit un taux de grossesse global de 22% pour des patientes d'âge moyen de 32 ans. Nous avons constaté une diminution du taux de grossesse en IAD significative, puisque de près de 23% en 2002, il n'est plus que de 10% en 2007. Parallèlement, les indications ont évolué, puisque l'indication majoritaire masculine, qui représentait 80% des indications en 2002, ne représente plus que 66% d'entre elles en 2007. Par contre, pour les indications d'échec d'AMP intraconjugal antérieur, celle-ci était de 16% en 2002 et elle représente 33% des indications en 2007. Ce tableau représente le taux de grossesse dans notre population selon les indications sur les 6 années concernées. En ce qui concerne le taux de grossesse global, nous avons donc constaté un taux de grossesse pour indication masculine proche des 24%, significativement supérieur à celui pour indication échec d'AMP intraconjugal antérieur, qui se situe aux alentours de 12,5%. Au sein du groupe E, nous avons donc distingué les patientes n'ayant jamais bénéficié de transfert embryonnaire antérieur lors des AMP antérieures, qui a un taux de grossesse qui semble comparable aux patientes du groupe indication masculine, pour lequel le taux de grossesse se situe aux alentours de 24%. De façon opposée, les patientes ayant déjà bénéficié d'un transfert embryonnaire ont quant à elles un taux de grossesse aux alentours de 10,5%, significativement inférieur aux indications masculines. Il nous a également semblé important d'étudier certaines données concernant ces deux groupes qui pourraient constituer des facteurs confondants. En effet, certaines caractéristiques concernant le groupe masculin et le groupe échec d'AMP antérieur, qu'il faut prendre en considération, sont retrouvées significativement différentes entre ces deux groupes, tels que l'âge des patientes, la durée d'infertilité ou la qualité du sperme du donneur, qui reste cependant tout à fait satisfaisant dans les deux groupes. D'autres caractéristiques sont tout à fait comparables entre ces deux groupes, telles que le rang de la tentative ainsi que la qualité de la stimulation. En conclusion, entre 2002 et 2007, les échecs d'AMP intraconjugal ont pris une part significativement plus importante dans les indications d'IAD dans notre centre. Parallèlement, nous avons constaté une diminution de taux de succès en IAD.
Ceci pourrait s'expliquer par un taux de grossesse dans le groupe échec d'AMP antérieur significativement inférieur au taux de grossesse constaté dans le groupe indication masculine. De plus, au sein du groupe échec, il faut distinguer les couples n'ayant jamais bénéficié de transferts embryonnaires lors des AMP antérieurs, qui ont des taux de grossesse qui semblent comparables au groupe indication masculine, des couples ayant bénéficié d'un transfert embryonnaire lors des AMP antérieurs, qui, quant à eux, ont un taux de grossesse significativement inférieur au groupe masculin. Ces échecs d'implantation pourraient révéler une part féminine à la fertilité de ces couples. Dans la continuité de notre étude, nous allons réaliser une analyse complémentaire, ceci afin d'éliminer les facteurs confondus, les facteurs confondants en effectuant un appariement, notamment en ce qui concerne la qualité du sperme du donneur. De plus, nous allons réaliser une étude de la qualité de la stimulation, de la qualité ovocytaire et embryonnaire lors des AMP antérieurs. Cette analyse complémentaire nous permettra de mieux cibler les indications d'insémination avec sperme de donneur après échec d'AMP intraconjugal dans notre centre marseillais. Nous tenions à remercier l'ensemble des personnes qui nous ont aidés à réaliser ce travail, ainsi que le comité de lecture qui nous a permis de le présenter aujourd'hui. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions? C'est toujours un problème de décider un passage en IAD chez des couples qui ont des échecs, pas par non-fécondation, je dirais, mais par mauvaise qualité embryonnaire, où on se dit la part de l'homme peut être en cause. Est-ce que si on avait recours à l'IAD, on ferait pas mieux, etc. Bon, votre sujet montre bien que quand on est dans ce cas-là, c'est là où on a les plus mauvais résultats, parce qu'il y a une part féminine. Bon, tout n'est pas lié à l'un ou à l'autre. Mais nous, en termes de staff, c'est des disputes permanentes avec les gens du SECOS en nous disant non, les paillettes c'est fait pour autre chose, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que tout le monde dit la même chose, quoi. Enfin, oui. Là-bas il y a une question. Et puis Joël. Joël commence le temps que le micro arrive. Je suis un peu étonnée des résultats qui ne sont pas très encourageants, en clair, pour les échecs d'AMP par rapport à une publication d'il y a quelques années de l'équipe de Necker, dans laquelle un certain nombre de patientes de Sèvres, de Tenon, je crois, avaient contribué, et où les résultats, au contraire, étaient tout à fait excellents quand les échecs d'ICSI, en tout cas, passaient avec embryon, et encore plus si les embryons étaient beaux, passaient en IAD, où il y avait des excellents résultats en IAD. Les résultats étaient de 33%. Est-ce que je confonds? Oui, non, c'était des stimulations qui avaient été faites en vue d'ICSI. Non, c'était pas ça. Non. C'était des vrais échecs d'ICSI. Je sais pas, Jacqueline, tu vas répondre. Moi, je m'en souviens pas de cette publication. Je n'étais peut-être pas là encore. Pourtant, l'ICSI, je l'ai vécu. C'était une étude qui était une étude sur les SECOS et le passage de l'ICSI en IAD. Mais donc, c'était des stérilités masculines extrêmement sévères et pour lesquelles, à un moment, on passait en IAD parce qu'on n'avait pas obtenu de grossesse dans le couple. Et là, ce qu'on avait montré, c'est que quand les embryons étaient des embryons de bonne qualité et qu'il n'y avait pas d'implantation malgré une qualité embryonnaire normale, le succès en IAD était très convenable. Et donc, on pensait que là, il y avait l'expression d'un effet paternel. Par contre, s'il y avait eu des embryons fragmentés, ou peu d'embryons, ou peu d'ovocytes, il y avait très peu de succès et en IAD, c'était mauvais. Donc, c'est quand même quelque chose de très particulier qui ne correspond pas tout à fait à la définition de ce travail-là où on prend tout le monde, tous les échecs, si j'ai bien compris. Donc, il y a la part féminine, si tu veux, que tu gommes dans les... Bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est ceux à la limite que l'on n'a pas transférés, c'est-à-dire les E0. Les E0, ça serait... Non, mais là, dans votre série, les E0, c'est finalement la part masculine vraie. C'est la part masculine vraie. Et par contre, les E plus ou moins 4, ça, c'est la part féminine qui rentre là-dedans. Ouais, si j'ai bien compris, hein. J'essaie de suivre. Allez-y. Je voudrais savoir si, après donc les 4 tentatives d'AMP qui ont échoué, est-ce qu'avec des spermes normaux, est-ce que vos patients acceptent facilement de passer à l'IAD? Enfin, ça, je sais pas, ça se discute, c'est chaque couple. Est-ce qu'ils dire j'ai un sperme strictement normal, pourquoi je passe à l'IAD? Ah non, mais ils n'avaient pas de sperme strictement normaux puisqu'ils étaient en ICSI, donc
Donc il y avait une cause masculine. Oui. Voilà, non, les spermes ne sont pas normaux, ce sont des patients qui ont bénéficié de tentatives d'ICSI.